Bienvenue. Vous écoutez Dans la Turne d'à côté, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il y a des périodes de la vie qui marquent, des moments où on a le sentiment d'être à un tournant ou à un carrefour de sa vie. Et c'est souvent le cas lorsque l'on entre en études supérieures. Entre la sortie du lycée et le début de la vie d'adulte, les choses se bousculent dans les esprits. Alors nous sommes partis à la rencontre de Robin, Romane, Clara, Antoine et Lucie. En nous ouvrant la porte de leur turne, le nom qu'ils donnent aux chambres étudiantes dans leur école, ils nous ont partagé leurs joies, leurs peurs, leurs ambitions, mais surtout leurs espoirs. Bonne écoute! Pour Lucie, la vie est un plan, une sorte de puzzle où chaque pièce s'emboîte parfaitement. Pourtant de nature très spontanée, elle trouve l'harmonie dans la rigueur, la méthode et l'organisation. À l'occasion d'un stage dans l'ouest de l'Allemagne, elle se trouve confrontée à un sentiment qu'elle n'avait pas prévu, la solitude. Elle se recroqueville et l'expérience à l'international n'a pas vraiment l'effet escompté. Mais pendant ce temps, elle explore son intériorité, ce que l'humain a peut-être de plus désordonné. Elle dialogue avec ses proches par téléphone, elle écrit, elle s'introspecte. Depuis, c'est entre les injonctions de l'esprit et les commandements du cœur qu'elle recherche l'équilibre. Forcément, je pense que quand on part à l'étranger, il y a cette idée de oui, on va sortir de notre zone de confort, on va découvrir d'autres choses, on va se frotter à un autre monde. Moi, comme j'ai dit, j'étais assez curieuse de découvrir un peu la culture allemande, cette rigueur dont j'avais pas mal entendu parler, de voir comment aussi la culture et l'histoire qu'on a impactent notre manière de travailler en groupe, de réfléchir, d'aborder le sujet. Et de même que je pense aussi qu'il y a des choses intéressantes, notamment sur le système éducatif là-bas qui n'est pas du tout le même, de se rendre compte finalement qu'on a beau être des pays limitrophes, on a beau partager autant, il y a des différences mais fondamentales énormes. Et ça permet aussi de relativiser, de se dire chez nous on dit que ça va pas bien, mais en fait d'autres pays à côté c'est encore pire sur certains aspects. Et pour d'autres, au contraire, l'exemple il est juste là et pourtant on s'en inspire pas. Pourquoi ? Donc je pense qu'il y a ça qui est intéressant, cette comparaison. Et puis aussi, j'avoue que ce que j'aime bien, moi, quand je suis à l'étranger, c'est que on a quand même de la chance, en France en tout cas jusqu'à maintenant, on a plutôt une bonne image à l'international. Et du coup, j'aime bien un peu incarner cette petite Française qui met du rouge à lèvres. Voilà. J'avais pas mon béret, mais j'aurais dû. J'ai regretté de ne pas en avoir acheté un beau béret rouge avant. Voilà, je pense que tous les humains sont des animaux sociaux, mais moi je pense que j'en suis un très social. J'ai besoin de parler et justement j'aime beaucoup cette confrontation de points de vue et je pense que ça permet de relativiser et parfois on en a besoin. Alors du coup, qu'est-ce qui a fait que je suis partie en Allemagne alors que je parlais pas un mot d'allemand et que c'était pas du tout ma destination de rêve ? Eh bien, c'est parce que j'ai décidé de participer au programme Unitec. En fait, c'est un programme européen. L'INSA est un partenaire. Donc moi, j'ai fait mon Erasmus en Irlande, à Trinity College à Dublin. Et ça, c'était très chouette. Et après, du coup, l'idée, c'est de faire un stage dans une des entreprises partenaires. Et évidemment, donc c'est un programme européen. On a l'Allemagne dedans, l'Allemagne qui est la première puissance économique européenne. Donc, la majeure partie des offres de stage étaient en Allemagne. Et donc, j'ai décidé de pourquoi pas aller en Allemagne. Ça reste un pays où on partage une histoire qui est limitrophe de la France. Et je sais aussi que si j'y allais pas en stage ou pour une opportunité étudiante, j'y serais pas allée, quoi. Je vais pas aller passer mon mois d'août en Allemagne. Et du coup, je me suis lancée là-dedans en me disant que voilà, ça me permettrait de découvrir une autre culture. J'aimais bien quand même la rigueur allemande, je me retrouvais un peu là-dedans. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Et donc, j'y suis allée. Et en fait, déjà, on m'avait rassurée. On m'a dit, mais t'inquiète pas, Lucie, il parle parfaitement anglais. Je me suis dit, très bien, je vais continuer à progresser en anglais. De toute façon, je parle pas un mot d'allemand, ça c'est clair. Je sais juste dire Guten Tag. Enfin, Guten Tag, voilà. Et du coup, en fait, j'y suis allée et j'étais dans une petite ville, Essen, qui est dans la Ruhr, donc c'est la partie vraiment industrielle moche de l'Allemagne. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en tout cas là-bas, tout le monde ne parlait pas anglais, ça c'était clair. Et au-delà de ça, en fait, j'ai senti un certain isolement
notamment au bureau. J'ai fait 2 équipes et la deuxième équipe était beaucoup plus sympa. Mais la première où voilà, j'étais mélangée avec une quinzaine de personnes, aucun stagiaire, aucun étranger. Et forcément, même s'ils savent parler anglais, quand il n'y a qu'une personne et en plus une stagiaire qui ne parle pas allemand, ils ne vont pas faire l'effort de parler anglais. Et il y a vraiment une période, un événement qui m'a marquée. À un moment donné, on était tous ensemble à table et ils parlaient allemand comme d'habitude. Hein. Donc moi, je faisais des sourires de façade. Et à un moment donné, ils se mettent tous à péter de rire. Alors du coup, là, j'ai un peu les boules et je leur dis « What did you say ?» And it's not for you. Donc voilà, là, j'ai vraiment ressenti la solitude de plein fouet. Et en fait, cette expérience m'a permis d'apprendre un peu plus sur moi. Et j'ai toujours eu en parallèle de mon attrait pour les sciences, et c'est pour ça que j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai toujours aimé manier la plume, enfin plutôt les touches d'ordinateur. Hein. Et du coup, j'avais commencé à écrire à 12 ans. Et là, du coup, je me dis, c'est l'occasion de se remettre à écrire. En fait, je sais que j'ai besoin un peu d'être regardée, admirée, etc. Et le fait de m'exprimer à travers les mots et ensuite de le partager à des amis, de l'envoyer, etc., ça me permettait de redorer un petit peu cette confiance en moi qui n'était plus là vu que j'étais complètement... j'avais l'impression en tout cas d'être invisible, d'être devenue invisible. Mon réflexe, c'est plus de m'enfermer dans ma bulle. Et en fait, j'ai écrit. Tous les soirs, j'appelais des amis différents. Donc au final, j'ai même eu plus de contact avec mes amis de l'INSA qu'en étant à l'INSA sur le campus. Parce que je les appelais, on s'était fixé. Tous les lundis soirs, j'avais un rendez-vous téléphonique d'1 heure avec tel ami. Le mardi soir, avec tel autre ami. Enfin, là, je m'étais organisée. En fait, ce qui, moi, m'aide, c'est m'organiser un planning dans lequel je sais qu'il y a des moments où je peux me raccrocher. Des moments où je sais que je vais pouvoir partager tel événement. Je vais pouvoir vider mon sac. Et du coup, ça me soulageait d'avoir ces points d'ancrage. Et au final, même si c'est pas physique et que parfois, oui, j'aurais bien aimé avoir un petit câlin ou quoi, les ondes téléphoniques sont quand même assez puissantes. Et on peut transmettre des messages et se sentir mieux après un appel, même si on n'a pas vu la personne. Donc, il y a ce sentiment de solitude, de différence aussi peut-être, de pas appartenir au groupe qui est difficile. Mais en même temps, du coup, c'est à moi de recréer mon groupe. Et en fait, je l'ai recréé un peu virtuellement. Mais au final, c'était très réel, en fait. C'était très tangible. J'ai jamais eu l'impression de perdre mon temps. Après, pendant mon stage, forcément, j'étais frustrée et triste. Mais avec le recul, du coup, et même en parlant autour de moi, ma famille, mes amis, etc., je pense que ça a été une expérience qui m'a forgée. Et encore une fois, il y a ces personnes qui m'ont exclue, mais il y en a d'autres qui ont été très sympas, et notamment sur la deuxième partie de mon stage où là j'étais dans une plus petite équipe, et là vraiment ils faisaient l'effort de parler anglais, et là ça s'est très bien passé. Alors du coup, vu qu'il y a toujours une logique de rentabilité derrière ce que je fais, en fait je savais qu'en 5e année, on allait avoir ce qui s'appelle un projet personnel en humanité à écrire, et du coup je savais que c'était le sujet qu'on voulait avec le prof qu'on voulait. Et je me suis dit, oh là là, la 5e année, ça va être le dernier semestre, après il y a le stage, il y aura plein de trucs à faire, en plus je voudrais profiter à fond du campus, aller dans des assos et tout. Si je peux m'avancer, autant le faire maintenant que j'ai du temps. Et du coup, en fait, j'ai clairement fait mon PPH avec 1 an d'avance, du coup. Et donc, j'ai décidé d'écrire, en fait, c'était une réflexion sur l'accueil de la diversité des profils en ingénierie. Et c'est vrai que j'ai du mal à me dire, y a tout un enchaînement et peut-être même la plus grosse partie de la vie qu'on ne contrôle pas. Et je sais que certaines personnes trouvent ça excitant. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est plutôt effrayant. Et pour moi, la valeur la plus importante, c'est le mérite. Si on arrive à quelque chose, c'est-à-dire qu'on a donné les efforts pour, on est allé à fond. Et voilà, quand on mérite quelque chose, il y a pas un sentiment, je trouve, plus satisfaisant, plus beau que de se dire, là, j'ai réussi pour un truc où j'en ai chié, quoi. Et du coup, de se dire que il y a certaines choses, c'est juste de la chance, j'aime pas beaucoup. Et du coup, en effet, il y a ce besoin un peu de se rassurer en ayant le contrôle sur sa vie, sur son futur, sur ses missions. Toujours pareil, là, il faut que je choisisse ce que je vais faire. J'ai postulé à des milliards de trucs pour être sûre d'avoir au moins quelque chose et d'être sûre aussi que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et
Et je pense aussi que ça peut être un frein dans le sens où, quand on veut à tel point contrôler, on se laisse pas aller, hein. Ça demande beaucoup d'efforts, c'est très chronophage, c'est très fatigant. Et puis, ça peut être source d'insatisfaction constante aussi. Parce que si on part du principe qu'on est à l'origine de tout, du coup, on se donne toute la responsabilité de nos choix, alors que parfois, il y a peut-être un peu le hasard. Et donc, on peut d'autant plus se flageller si on a l'impression que le choix était mauvais, ou alors si l'autre choix était bon, on peut se dire oui, mais ça se trouve, l'autre, il était encore meilleur. Et on est passé à côté. Donc, il y a peut-être le fait qu'on porterait un trop gros fardeau, et on se jugerait un peu plus difficilement si on considère que le hasard n'existe pas, et si en tout cas on veut l'éviter. Chaque fois c'est du hasard, et c'est un mélange de hasard et de choses qu'on a provoquées. Après, c'est sûr que je l'avais pas prévu, ça. J'avais pas 1 an plus tôt, ou même 6 mois plus tôt, on m'aurait dit tu pars en Allemagne en avril, j'aurais dit non, pas question, il fait moche, on mange mal, je parle pas allemand. Mais encore une fois, après, j'ai découvert l'Allemagne, et là, j'en décris un portrait très sombre, mais il y a des choses qui sont vraiment très bien. Mais le hasard, je sais pas, parce que après, je suis quand même rentrée dans Unitech, c'est un programme un peu qui demande de l'investissement personnel, qui ont recrutement sur dossier, il faut avoir des très bonnes notes, et voilà, c'est pas le hasard si je suis rentrée chez Unitech, c'est pas le hasard non plus si j'ai fait mon Erasmus en Irlande, et c'est un hasard dû aux probabilités. Enfin, voilà, l'Allemagne est la première puissance économique, donc la majeure partie des stages, c'est en Allemagne, point. Et après, je sais que j'avais beaucoup hésité, j'ai eu 2 offres, et une autre en Italie, pour faire des toilettes. Ça, j'étais très fière de faire des toilettes, parce que tout le monde en a besoin, Geberit. Alors, en plus, le luxe des toilettes. Et j'ai beaucoup hésité, mais c'est vrai que, en plus, c'était l'Italie, je parlais italien, comme ça m'attirait davantage aussi au niveau de la qualité de vie. Mais au niveau des transports, c'était dans le sud. Et c'est aussi pour ça peut-être que j'ai particulièrement pas aimé mon expérience en Allemagne. C'était que j'avais une chienne. Et en fait, elle est décédée pendant mon stage en Allemagne. Et quand je suis rentrée, j'ai pris un bus de nuit quand j'ai su qu'elle allait pas bien. Et en fait, je suis rentrée et elle a expiré au moment où j'ai atteint le sol français. Mais j'étais pas encore dans l'appartement. Et en fait, je me dis, et je regrette pas d'être rentrée, parce que j'ai quand même pu être là avec mon père et mon frère pour traverser ce moment difficile, amener le cadavre, bref. Mais en fait, mes parents venaient régulièrement me voir, parce qu'ils savaient que ça se passait pas bien. Et du coup, ils étaient venus avec Guimauve, et j'avais vu qu'elle était pas bien. Enfin, en fait, je m'étais préparée, je savais que c'était très compliqué, qu'elle avait du mal à respirer, à marcher, etc. Et du coup, il y avait quand même une partie de moi qui s'était préparée, je pense même inconsciemment, à cette annonce. On est allé l'emmener chez le veto, ils ont dit qu'elle en avait plus que pour quelques heures. Bon, je vais chercher mon billet. Je prends mon train de nuit, je monte dedans, c'était pilote automatique, mais par contre, le moment où mon père m'a dit ça, j'étais au bureau et j'ai fondu en larmes. Pour moi, c'est un membre de la famille. Enfin, c'est toujours un membre de la famille à part entière. Et du coup, d'abord, oui, je dirais que c'est l'émotion extrême, mais on pleure parce que oui, c'est un effondrement, mais je sais pas, là encore, c'est presque un réflexe de pleurer dans ces conditions-là, et il y avait quand même ces sentiments de je suis pas auprès d'elle pour ces dernières heures. Alors du coup, il me l'a passé au téléphone, et je sais pas si elle reconnaissait ma voix. Alors c'est bon, mon père, oui, mais je pense qu'il disait ça pour me faire plaisir. Et je sais que si j'avais été fait mon stage en Italie, j'aurais pas pu rentrer comme ça, parce que c'est dans le sud, il y aurait eu des milliards d'avions, de machins. J'aurais pas pu rentrer aussi rapidement. Donc voilà, après, on dit que le hasard fait bien les choses, je sais pas. Pour moi, ça a été important d'être là auprès de mon père. Je sais que c'était une expérience très difficile et très forte. Voilà, je pense pas que ce soit du hasard que je me sois retrouvée en Allemagne, mais c'était pas non plus 100% prémédité, moi. À la fois, j'ai peur de me tromper, et à la fois, je pense que c'est difficile de savoir si on s'est trompé. On peut ne pas être bien, mais qui nous dit que si on avait choisi autre chose, ça aurait été mieux. Et puis qui nous dit que si on n'est pas bien, si on va mieux après, c'est justement parce qu'on n'a pas été bien avant. Et que ça nous a permis d'apprendre des choses, typiquement mon stage en Allemagne. Et de le voir comme ça permet aussi de relativiser, je pense. Mais oui, j'ai peur de me tromper, de pas faire les bons choix.
familiaux, éducatifs, de carrière, de santé, de tout. Il y a plein de choses qui constituent une vie. Et du coup, quand on a peur de se tromper, il faut se rattacher à ses valeurs, à ce qui nous fait vibrer. Et là, peut-être que je rejoins le cœur. Je pense que des fois, j'ai tendance à vouloir le mettre en sourdine. Et je sais que je suis assez forte là-dessus. Et que c'est peut-être un peu fort, mais l'abnégation de soi-même, je sais faire, parfois. Parce que quand il y a un projet vraiment que je veux, et quand je me suis fixé un objectif très clair, tout ce qui gravite autour, je l'oublie. Et pour moi, c'est pas bon. Là aussi, il faut que je travaille dessus. Parce que du coup, ça me rend pas réceptive à certains signaux, même les signaux du corps, qui parfois disent stop. Mais en fait, le truc, là encore, je reviens, c'est la question du mérite. Et pour moi, pour mériter, il faut souffrir en un sens. Et je veux pouvoir être fière de moi et mériter des choses. Du coup, c'est presque normal, en fait, si on souffre pour y arriver. Travailler avec une sorte de dissonance. Je pense que des fois, j'agis clairement en ayant une dissonance cognitive. Je sais que je fais des choses contraires à mon cerveau, mais le cerveau est plus puissant que le corps. Ça, j'ai toujours valorisé davantage le fonctionnement de la tête par rapport à une enveloppe qui est périssable, là, qui a des rides ensuite, qui va mourir de toute façon. Voilà, c'est vrai que... Et il y a une certaine ambivalence chez moi, parce qu'à la fois, je me dis que pour moi, le plus important, c'est l'intellect, mais à la fois, je donne beaucoup d'importance, et vous l'avez même constaté avant quand j'ai parlé du rouge à lèvres rouge, etc. Je donne énormément d'importance à l'apparence, mais ça, je me dis, c'est peut-être aussi potentiellement la société qui fait que on donne énormément de jugement à ce à quoi ressemble une personne, et je pense particulièrement les femmes, même si c'est discutable. Et voilà, ouais. Mais il y a clairement, je pense, parfois, enfin, je suis sûre, même, j'agis en dissonance, et c'est difficile, parce qu'on n'est jamais content, là, encore une fois. On n'est jamais satisfait quand on sait que on agit contrairement à ce qu'il faudrait profondément. Je me repose plutôt sur des choses tangibles et concrètes, un diplôme, un métier, une ambition de carrière. Ouais, c'est pas un amour. Non. Je suis beaucoup dans l'extrême, mais pour tout. La présentation, je parle fort, je veux qu'on m'admire. Je suis beaucoup dans l'extrême très souvent. Et du coup, c'est réussir à trouver cette balance. C'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir, c'est gris. Et suivant les étapes de la vie, ça a des teintes de gris plus foncé ou plus clair. Mais il faut aussi accepter que, voilà, on ne sera pas dans ces extrêmes. Ces extrêmes n'existent pas. De même que la perfection n'existe pas. Et ça, il faut l'accepter. Ce qui me fait vibrer, c'est de réussir, de voir l'impact qu'on peut avoir juste avec des mots. J'ai beaucoup aimé présenter et toucher, en fait. Voir à quel point on peut toucher des personnes et changer, si ce n'est leur vie, ce serait quand même un peu impédant de dire ça, mais d'impacter, je sais pas moi, la semaine, le mois, juste avec quelques mots, et que tout peut changer. Et je trouve qu'on sous-estime pas mal le pouvoir des mots. Même si on essaie de réglementer, il y a pas mal de choses encore qui restent à faire là-dessus. Et du coup, ce que j'aime, c'est voir que avec les mots que j'ai choisis, avec le ton que j'ai décidé d'employer, je pouvais autant rallier des personnes, autant toucher, autant faire pleurer, faire rire, donner cette énergie-là que j'ai en moi et réussir à la partager de manière très pure, très authentique. J'aime beaucoup cette notion de face. Je pense qu'en effet, il y a ça qui est important, de voilà ce qu'on montre aux autres, l'impact qu'on donne aux autres, l'image qu'on accepte de montrer, et nous, notre manière de nous comporter dans un cercle beaucoup plus restreint ou avec nous-mêmes et nos pensées. Et ça, je sais que c'est aussi quelque chose de très présent, et souvent quand je dis pas forcément une très bonne estime de moi, les gens sont assez surpris parce que je fais tout l'inverse, enfin je montre tout l'inverse. Et du coup, la face, réussir à briller quelles que soient les circonstances, c'est quelque chose d'important pour moi, mais qui n'est pas viable, clairement. Et c'est aussi pour ça que ça peut aussi sembler être la source d'un manque d'authenticité parfois. Et c'est en ça que je dis que parfois je suis un peu dans l'exagération, parce que je sais que oui, on surcompense des choses, soit qu'on n'aime pas chez nous, soit que pour se faire accepter, parce que nous-mêmes on s'accepte pas comme on est vraiment.
Je pense aussi que j'ai encore un travail à faire sur moi, sur apprendre à me comprendre, à apprendre mes réflexes et mes leviers, et mes obstacles et mes œillères et mes forces aussi. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. À très bientôt.